Alors bonjour, bienvenue au premier talk de la journée qui est un entretien d'artistes. Ça fait un petit moment en fait que j'avais envie d'inviter Nou Barreto pour s'entretenir avec moi au sein de Drawing Now Paris, dont je suis directrice artistique. Mon nom est Johanna PR Neves. Et ça fait un moment, enfin surtout j'ai eu un énorme presque choc avec une exposition de Nou Barreto à la fin du Covid, il me semble, à la galerie Nathalie Obadia, dans le petit espace, qui était recouvert de dessins que je connaissais un peu, mais là, c'était vraiment un environnement tellement prenant. Au bout de cette période où justement nous étions enfermés, nous étions en train de un peu digérer tout ce qui venait de se passer les 2 années écoulées auparavant. Ça a été une vraie expérience esthétique. Donc voilà, le désir d'inviter nous a été voilà, c'est un petit peu maturé comme ça et finalement ça arrive aujourd'hui. Alors vous pouvez retrouver le travail de Nou Barreto à la galerie Nathalie Obadia. Je ne connais plus le stand par cœur. Est-ce que tu connais Non. Voilà. En haut, secteur général, galerie Nathalie Obadia. Il y a 2 magnifiques dessins de nous. Et voilà, alors l'idée c'est vraiment de tout simplement parcourir de façon très informelle une pratique qui est une pratique qui est née par le dessin très très tôt, mais qui a aussi d'autres manifestations dans l'espace. Il y a une vraie pensée de l'espace aussi dans le travail. On va en parler. Alors, Nou Barreto, très rapidement, une petite biographie, je ne vais pas m'attarder, est né à Guinée-Bissau, à São Domingos, mais arrive à Paris en 1989 avec la sérieuse... Micro. Les blagues sont les bienvenues. Avec la prétention. Oui. La prétention d'étudier de l'ingénierie. Qui a été vite détournée, on en parlera certainement. Moi j'ai un petit peu envie, alors bon, il y a cette vie donc entre Guinée-Bissau et enfin un début, une enfance à Guinée-Bissau et ensuite voilà un établissement en fait en France depuis. Mais ça m'intéresse aussi les origines en fait, comment on arrive à une pratique, comment on s'en éloigne, comment on y revient. Et en fait la pratique du dessin, c'est un petit peu la première expression artistique, la première découverte dans un contexte familial. Quelles sont les mémoires, enfin on dessine pratiquement tous, sauf une personne qui m'a dit ne jamais avoir dessiné enfant, ce que je trouve très très inquiétant. Mais bon, nous sommes tous un peu dessinateurs enfants. Mais je sais que pour toi, il y a quand même un fort attachement justement à cette période. Quelle mémoire est-ce que tu conserves de cette pratique? Quels outils étaient pratiqués? Est-ce que c'est un dessin auquel tu es attaché encore ou est-ce que c'était vraiment voilà, des explorations de dessin Parle-nous un petit peu de ces débuts qui ont été suffisamment importants pour que je les retrouve dans des entretiens antérieurs. Merci beaucoup pour cette invitation. Je pense que je vais aller droit au but. Ma pratique du dessin a commencé mais vraiment très tôt et j'ai pris conscience que le dessin est un ami à moi et que je suis son ami aussi. Et façon de caricaturer un petit peu, c'est que à tout moment, à la maison, je crois que le seul passe-temps que j'avais, c'était vraiment dessiner. Et j'avais à la maison mon grand frère qui, lui, dessinait, mais que le dessin n'était pas pour lui quelque chose de si important que ça, quoi. Bon, c'est arrivé, il sait le faire. Et le comble, c'est qu'il avait un style de dessin que moi, je n'en avais pas. Je pense que même jusqu'à présent, je continue à ne pas l'avoir, parce que lui, il avait des lignes, mais vraiment des lignes exactes, quoi. Il faisait une ligne, ça y est, c'est bon, il ne revenait pas. C'était un dessin d'observation aussi, ou est-ce que c'était un dessin imaginaire? Non, c'est des dessins imaginaires, ça peut être aussi des dessins d'après modèle. Ce qu'il faisait rarement, mais c'est souvent...
et des dessins imaginaires qui faisaient des scènes et autres choses qui faisaient. Mais sauf que ses coups de crayon étaient complètement différents de miens. Et lui, une ligne, c'était bon pour lui. Or que moi, je revenais, je répétais, quoi. Et encore aujourd'hui, ça dépend de ce que je fais, le style de dessin que j'aborde. Là, ça me mène complètement à une pratique que je vais adapter en fonction de ce que je veux. Mais il est vrai que j'ai quand même gardé ce style de dessin répétitif des lignes. Or que lui, non, c'était pas du tout ça. Lui, c'était une ligne, c'était bon, tac, tac, il faisait et rapide. Alors que moi, j'ai traîné. Bon, on ne peut pas tout avoir. Il n'était pas pédagogue du tout. Et tout de suite, les claques partaient. Donc ma mère disait, ok, bon, c'est bon, tu sais, je sais que tu sais, mais tu n'es pas un bon professeur, n'apprends rien du tout, laisse tomber si c'est pour taper. Donc c'était comme ça. Donc finalement, j'ai dû arrêter son cours, ça ne durait même pas longtemps. Et puis j'ai continué à dessiner aussi tout seul. Tout seul, et puis j'avais un coin à la maison où je passais mon temps avec une chienne qu'on avait à la maison qui s'appelait Guarda. Gardienne, avec qui j'ai passé vraiment tout le temps. Elle se couchait à côté de moi et puis je passais mon temps à dessiner, à tel point que ce rapport, il y avait des moments où elle me servait aussi de modèle. Je le dessinais. C'était très difficile parce que c'est qu'après, quand je su que dessiner un animal est très compliqué, mais moi, je n'avais pas cette notion-là. Il me servait de modèle, je le dessinais. Bon, voilà. Mais c'était un compagnon pour moi. Enfin, une compagne, une amie qui me suivait partout jusqu'à la fin de sa vie. Mais c'était une chienne qui m'a beaucoup marqué. Donc, le dessin a été pour moi de l'enfance un refuge où je me retrouvais. Ou aussi, j'utilisais le dessin comme étant une période ou un moment d'éviter aller faire des courses. Quand on cherchait quelqu'un pour aller faire des courses, je prenais mes cahiers et je me mettais dans un coin. Ma mère disait, ah oui, non, laissez-le, il est dans son monde déjà là-bas, donc laissez-le là-bas. Donc on me laissait tranquille. Et je m'amusais comme ça. Bon, j'ai grandi en dessinant, mais vraiment, c'était quelque chose qui était en moi. Pas quelque chose absolu, mais l'absolu passait par là. L'absolu passait par là. Et à l'école, pareil, primaire déjà, c'est moi qui allais au tableau dessiner pour la prof. Donc tout ça, c'était déjà quelque chose en moi qui gagnait des dimensions. Et ça a permis en fait, donner plus d'amour au dessin. Et je partais... Dès que j'entendais parler d'une personne qui savait dessiner, pour moi c'était waouh, il sait dessiner, il faut que je vois ce qu'il fait, comment il fait et tout ça. Donc c'était quelque chose que était, je pense, plus fort, qui m'a beaucoup animé, qui a beaucoup occupé ma vie en tant qu'enfant, et j'ai grandi avec, comme ça, j'ai grandi avec, le développant tout seul, dessinant tout seul. Et ce que je regrette aujourd'hui, c'est de ne pas effectivement trouver le trace de tous ces dessins que j'ai pu faire. J'allais poser la question s'il y avait des... Non, bon, il s'est passé des choses dans ma vie après, parce que j'ai perdu le seul frère que j'avais. Il était parti faire des études au Portugal, le droit. Il est décédé en tant qu'étudiant et ça a complètement arrêté. C'est comme si c'était une barrière pour moi cette période-là. J'avais déjà 19 ans, presque 20 ans. Et puis j'avais arrêté de dessiner, de faire tout ce qui était art. J'avais complètement arrêté. Est-ce que je peux juste poser une question, parce que justement il y a cette barrière et on va y revenir tout à l'heure, par un moment vraiment difficile en fait, de définition et à un âge vraiment compliqué. Je vais juste me permettre de faire un petit saut en arrière parce que ça m'a fasciné cette idée d'un frère qui dessinait donc des lignes très précises et de cette opposition entre quelqu'un qui a un don naturel et quelqu'un qui a une envie de boire un petit peu à cette fontaine.
Et très souvent, on a cette idée, un peu comme avec le football, avec la danse, avec le dessin, des choses très techniques comme ça, des activités très techniques. Il y a cette idée qu'on est né avec. Mais j'ai l'impression, en fait, que chez toi, il y a une poursuite, en fait, de du dessin. Et tu as, à maintes reprises, dit, voilà, quelqu'un qui savait dessiner, quelqu'un qui savait. Et tu as parlé d'absolu. Donc il y a comme une espèce de tension comme ça entre une énorme technicité et une envie de technicité. Et quand on regarde ton dessin maintenant, il y a une énorme liberté. C'est un dessin qui est très maîtrisé. Voilà, ça défile. Hein. Il est très maîtrisé, ce dessin. Il est vraiment en même temps libre. Il y a une espèce de contrôle et de lâcher prise dans ton dessin qui est remarquable. Enfin, vraiment, on voit qu'il y a une maturation de plusieurs années. Comment est-ce que tu vois le dessin? Est-ce que tu te vois comme quelqu'un qui poursuit le dessin encore? Ou est-ce que justement cette période de formation jusqu'à cette barrière un petit peu qui est arrivée plus tard, est-ce que ça a été justement l'acquisition d'une technique? Est-ce que c'est un langage? J'aimerais juste un peu revenir là-dessus. Si jamais c'est possible, parce que parfois c'est difficile de parler de sa propre formation. Oui, je pense. Mais ce qui est incroyable, vous voyez, il y a une coïncidence qui s'est produite là tout de suite en regardant. J'ai vu le dernier dessin que je suis en train de faire. Pourquoi j'ai dit coïncidence? C'est que avant d'arriver à donner cette explication de la coïncidence, je vais revenir en arrière, ce qui m'a construit en tant qu'artiste ou quelqu'un passionné par le dessin. Je viens d'un pays où dessiner, vous n'avez pas envie de dessiner d'une façon très libre, spontanée. Il faut que ce soit tout maîtrisé, d'où le réalisme. Mais il y a une histoire pour ça, parce que le précurseur d'art plastique chez nous, c'est un Guinéen d'origine portugaise qui dessinait du classique. Et bon voilà, c'est ce style-là. Inspiré de l'art européen, en fait. Oui, tout à fait, puisqu'il a fait le Beaux-Arts au Portugal. Et son style de dessin, c'est vraiment du classique, du réalisme. Donc du coup, tous ses élèves finissent par copier le style. Donc c'est devenu quasiment la mode. Il faut dessiner une personne comme étant la photo, enfin comme une photo, disons. Et moi, j'ai grandi là-dessus. J'ai grandi là-dessus jusqu'à ce que, arrivé en France, il y a eu cette cassure, mais vraiment qui n'a pas été brusque, quoi, hein, parce qu'il m'a fallu quelques années quand même de traîner entre musées, entre les écoles, entre mes connaissances personnelles sur ma façon de s'exprimer, hein, en tant qu'artiste, mes émotions, si je dois le choisir de façon classique ou je dois le choisir, poser devant moi l'essentiel. Parce que dessiner, en fait, ce qui est important dans le dessin, c'est s'exprimer, l'essentiel, aller à l'essentiel. C'est peut-être pour ça que il y a beaucoup de gens qui ne le comprennent pas lorsqu'ils voient des dessins enfantins, ils se disent ah ouais, mais mon fils peut le faire aussi. Donc c'est pas tout à fait ça. Et surtout quand c'est un grand qui essaie de le faire. Alors pourquoi je dis coïncidence? C'est que lorsque vous regardez mes façons de dessiner, je dois posséder 3 façons de dessiner différentes. Je ne me trompe pas. Alors, voilà. Je possède 3 façons de dessiner qui sont complètement différentes. Il y en a un qui se rapproche quand je me mets dans le réalisme. Là, ce qu'on a vu là, c'est vraiment du réalisme. Ce n'est pas hyper-réalisme, mais c'est vraiment du réalisme. C'était une façon que j'ai vraiment coupée à un moment donné. J'ai vraiment coupé net. Je produis d'autres styles de dessin, d'autres styles créatifs qui répondent à ce que je suis maintenant, parce que j'ai vécu d'autres histoires dans ma vie qui m'ont permis de s'exprimer de cette façon-là. Mon écriture artistique aujourd'hui est disons, remplie d'une constatation de la société où je vais produire des personnages que vous voyez, des membres inversés, où je ne me préoccupe plus vraiment de la morphologie. Même des lignes, elles sont pas fines.
elles sont mais d'une expression assez dense, très, très appuyée. Et qui vont à l'essentiel, en fait. Oui, 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 Ouais, j'ai du choisi mouvement l'essentiel. ou de la posture. J'ai choisi l'essentiel dans ce style de dessin, là où je ne vais pas respecter la morphologie, ce que vous dites. Les personnages que vous voyez, les gens pensent qu'ils rient, mais ils ne rient pas. C'est fait exprès de poser ce genre de lecture ou de proposition de lecture, et c'est fait exprès. Alors, sauf que quand j'ai dit coïncidence tout à l'heure, je faisais allusion au réalisme. En ce moment, je suis en train de dessiner une thématique que j'appelle art-thérapie logique. Il faut vraiment prendre dans l'autre sens. En un seul mot. En un seul mot, art-thérapie logique. Art-thérapie logique. D'où je prends les médicaments comme étant art, enfin art comme médicament pour la thérapie de l'homme. Donc je vais dessiner. Oui, on essaye de passer des impossibles au possible. Va voir, est-ce qu'un morceau de caillou peut traverser un entonnoir si est-ce possible ou pas. Donc vous voyez, l'autre c'était une brosse à dents, mais où on met voilà, on met de la peinture là-dessus. Donc c'est tout une espèce de jeu. Donc moi j'ai pris conscience que puisque j'en parle de réalisme, puisque j'en parle de thérapie, art-thérapie logique, et je parle de logique, donc il faut que je dessine de façon logique. C'est pour ça que je suis revenu dans le réalisme. Et on va y retourner. Oui. Et retournons donc à cette période donc de dessin et d'exploration de dessin, et aussi de réception d'un héritage classique du dessin, voire même de l'histoire de l'art. En 1989, arrivé à Paris, donc cet événement, cette perte, en fait, ce deuil par rapport aux frères, voilà, enfin vraiment une douleur et un moment de définition personnelle, parce que c'est le moment où on décide une carrière, qu'est-ce qu'on va faire dans la vie, quel travail va-t-on faire. Et donc l'idée c'était, donc la prétention, comme tu disais tout à l'heure, c'était de devenir ingénieur et donc de faire des études d'ingénierie à Paris. Combien de temps est-ce que cette période va durer justement de redéfinition? Comment est-ce qu'on abandonne aussi une pratique qui semble tellement liée à ton être, en fait, à aussi une compréhension du monde par ce geste-là? Quel est l'effet de lâcher justement prise de cette expression, de ce langage, et aussi de ce travail sur soi? Parce que bon, on vient de parler de thérapie, peut-être que je surinterprète, je ne sais pas. Et comment est-ce qu'on y revient, en fait? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette période? C'est une période assez... j'arrive assez jeune quand même. J'arrive à Paris assez jeune. Et l'idée initiale, c'était finir les études. 23, 22, 23 ans? J'avais 20 ans peut-être à peine. Non, 22. J'allais avoir 22 ans. J'allais avoir mes 22 ans. Et je me suis dit, bon, ici, je crois que je n'ai pas ma place ici. J'ai fini et je plie tout et je rentre. C'était tout ce qui m'intéressait. Bon, je venais d'arriver. Bah, la surprise, c'était autre. La vie, c'était vraiment autre. Mais comme je disais, j'avais complètement coupé avec le dessin ou la pratique artistique. Et c'est curieusement, à ce moment-là, qu'est née en moi, au pays, l'idée de la photographie. Je me commençais à m'intéresser à la photographie. Et c'est venu d'où, en fait, cet intérêt? C'était technique, la machine, l'image? Qu'est-ce qui t'a attiré? Moi, c'est l'image d'abord, avant le mécanisme. C'est l'image d'abord avant le mécanisme. Comment comprendre tout le processus qui mène à la production d'une image photographique. Ça, c'est venu, mais vraiment après. Moi, ce qui m'a intéressé tout de suite, c'est l'image, voilà, le résultat et tout ça. Enfui dans ma Guinée, si lointaine ou pas si lointaine que ça, mais bon, il n'y a pas possibilité de voir autant d'expositions de photographies ou de photographes, parce que là-bas, ce qu'il y avait comme photographe, il y avait des photographes qui, bon voilà, c'était les pièces d'identité ou des souvenirs, comme Malik Sidibé par exemple. Voilà, c'était ce type de photos, les gens s'habillaient pour aller se faire photographier, et ça s'arrêtait là. Et moi, je voyais une pratique artistique pour moi.
au-delà de Un simple... potentiel pour cet enregistrement de produire d'autres types Non, je d'images. n'avais pas ni l'idée de comment ça se faisait, ou s'il y avait une possibilité d'en avoir ne serait-ce qu'une ouverture. Non, ce n'était pas du tout ça. Je le regardais en tant qu'image et je profitais de le fait que la petite boîte comment c'est possible, quoi. Et puis bon, je savais aussi que ce sont des prises qu'on fait. Et puis voilà, ça s'est arrêté là. Il se trouvait qu'en ce moment, j'ai eu un de mes amis, un grand ami à moi, qui est parti étudier en Russie, à l'époque du RSS, et qui, en venant, m'a apporté du Zénith. C'était la marque Zénith, voilà. Et sans savoir, sans que j'ai demandé quoi que ce soit, il me l'a apporté. Il me dit, bah, tiens, toi qui aimes dessiner, je n'ai vu beaucoup d'expositions à l'URSS pendant mon séjour. Et voilà, je t'apporte un appareil photo et puis voilà, tu vas apprendre à faire des photos. C'est tout simplement comme ça. Je débarque à Paris. Bon, c'est un autre monde pour moi. Vraiment un autre monde. Il fallait s'instruire culturellement, il fallait apprendre des choses. J'ai mon oncle chez qui j'ai habité, qui m'a amené en France, avait lui dans sa tête, c'était une autre génération, aujourd'hui je le comprends, je le remercie énormément, parce que si ce n'était pas lui, les choses passent par lui. Si ce n'était pas lui, je pense que je n'aurais pas été là aujourd'hui, ma carrière serait autre chose. Même si... Mais bon, je le dois à lui, parce que c'est lui qui m'a amené. Les premières années, j'ai continué à poursuivre les études, jusqu'à un moment donné. J'ai eu une histoire un jour, je dessinais dans le train, parce que j'avais... ça reprenait. Tu dessinais ? Non, pour passer, j'appelle ça dessiner pour passer le temps. Quand je faisais des petits gestes, quoi. Je prenais le train à Saint-Lazare pour aller dans 78. Donc, je griffonnais des trucs dans le truc. Et il y avait une dame qui m'avait vu, me dit, mais monsieur, vous dessinez très bien. Qu'est-ce que vous en faites de ce que vous faites? Je dis, bah, je sais pas, je dessine. Sans but, quoi, parce que voilà, je m'entraîne. Elle me dit, ok, je vous donne mon nom à l'époque, un numéro. À l'époque, le numéro de téléphone, c'était 8 chiffres. Elle m'a filé ça, cerveau tout neuf, quoi. Moi, je dis ça, ok, finalement, j'ai copié. Et j'arrive à la maison, je dis à mon oncle, j'ai croisé une dame qui m'a donné son numéro de téléphone et travaille dans une maison d'édition où ils font d'édition des BD. Mais apparemment, ça l'intéresse que j'aille faire un test. C'était... ah non, laisse tomber ça, histoire de l'art, non, tu laisses tomber, tu continues à tes trucs. Bon, je ne savais pas que c'était le premier signe de blocage qui commençait. Bon, voilà. Finalement, je n'ai pas donné suite à ça, j'ai laissé tomber. Mais c'est un événement qui est venu plus tard à moi, comme si c'était quelque chose qui me dit ne reste pas bloqué sur un échec. Et il y a toujours des possibilités de faire des choses plus tard, ou avec beaucoup plus de niaque, avec beaucoup plus de force, de détermination, tu pourras faire des choses. Mais je n'ai pas oublié ça. Donc j'ai continué à étudier jusqu'au moment où il y a quelque chose qui s'est débloqué en moi en disant, bon écoute, ça c'est pas ton chemin du tout. L'ingénierie informatique, tu le mets de côté. Ça va pas être ça. Et je suis revenu à la maison à expliquer à mon oncle comme quoi je suis plus du tout intéressé à l'ingénierie informatique et que j'ai choisi d'étudier la photographie. Ce qui me voyait beaucoup, quasiment le sou que j'avais passé en développant des photos, parce qu'à l'époque, il fallait développer des négatifs, c'était ça. Donc, il voyait plein de pellicules photos dans ma chambre. Il me posait des questions, mais qu'est-ce que tu faisais avec tout ça? Ou pourquoi? Où est-ce que tu as été photographié? Ouais, mais un peu partout dans Paris et tout ça. Donc, voilà. Et c'est né comme ça, en fait. C'est né comme ça, et puis arrivé au bonjour, je lui ai dit, écoute, tonton, je pense que je ne vais pas continuer à faire des études d'ingénierie informatique, ça ne m'intéresse plus, et je vais faire la photo. Et c'était le début de la fin.
avec lui. Et là, il m'a dit, bon, si tu t'entêtes à le faire... C'était le début du début, en fait. C'est le début du début, oui. Donc voilà, c'est terminé de cette façon-là. Et il m'a dit de trouver où habiter, parce que je ne peux pas continuer à vivre avec lui dans la maison si je n'obéis pas à ce que je suis censé venir faire. Si je choisis un autre chemin, il faut que je choisisse où y être, mais pas chez lui. Donc finalement, je suis parti, j'ai quitté la maison. Quel courage, parce que c'est vraiment du jour au lendemain, en fait, tu te retrouves dans une situation... Oui, je me suis retrouvé dans des situations très compliquées, parce qu'il fallait vraiment quitter la maison. Donc je suis parti vivre avec un ami à moi, et qui aujourd'hui, ça lui fait rire, parce que lorsqu'il entend parler de moi ou voit quelque chose sur moi... ça lui fait rire, quoi. Il me dit, mais je me rappelle quand je portais tes trépieds dans Paris, parce que c'est lui qui me suivait. Et bon, voilà. Mais entre-temps, avant d'arriver à l'école de photo, je suis passé par mes connaissances à travailler avec un photographe de mode aussi. Donc, tout ce qui était les histoires de shooting, des modèles, machin, dans Paris, je connaissais par cœur. Donc, c'est comme ça aussi que je travaillais petit à petit pour gagner un peu de sous et pouvoir survivre. Vie d'artiste, donc c'était comme ça. Ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est que en fait cette pratique de la photo, et nous sommes en train de voir défiler des dessins beaucoup plus récents. Je pense qu'il y en a qui sont 2023, qui étaient dans cette exposition justement chez Nathalie Obadia, il me semble. Pas celle-là. Pas forcément celle-là. Ça c'est la dernière exposition. Non, ça c'est ce que je fais actuellement. Voilà, d'ailleurs, j'ai commencé par celle-là. Ah oui, c'est la première. Attends, je suis pas sûre que je puisse. Je sais pas si on a. C'était peut-être cette série-là justement qui se retrouve. Alors, c'est cette série-là. C'est ça. C'est cette série qu'on voilà. j'avais exposée. Qui m'avait tant marqué. Et en fait, ce qui m'a impressionné à cette période-là, et la façon dont tu décris le dessin et même la pratique de la photographie, c'est vraiment cette idée d'être dans un rapport presque de journal intime, mais aussi de réception en fait d'événements extérieurs, de la rue, du mouvement du corps dans l'espace urbain, de vie. Il y a quelque chose un petit peu d'enregistrement quelque part d'événements, de réception de ces événements, tonalité émotionnelle, d'images comme ça qui arrivent soudain, comme ces dents en fait qu'on voit avec une découpe au-dessus. Et puis par ailleurs, il y a aussi cette idée d'automatisme, peut-être, j'ai envie de dire. Je force un petit peu la relation entre la prise de photo évidemment et le dessin. Mais évidemment, je fais un petit peu un jeu avec cette idée justement de rapport entre observation, réception, vie intérieure et ensuite rendu du dessin. Il me semble qu'il y a quand même quelque chose un peu comme ça. Est-ce que la photo a pu être le véhicule justement de cette prise de conscience, ou à nouveau, est-ce que tu as dû justement rejeter quelque chose pour arriver à une pratique plastique, parce que tu ne fais pas que du dessin d'ailleurs? Et est-ce que c'est par le dessin que tu as vraiment commencé à avoir cette pratique plastique, vraiment de création d'images par la peinture, les crayons, etc. Il est évident que lorsqu'on est artiste, à un moment donné, on finit par comprendre ou savoir dans une pratique, disons, dans une œuvre, on sait où poser le sujet, on sait comment le poser ou le disposer dans l'espace. Il est vrai que dans la photographie, j'ai beaucoup travaillé ça et j'ai appris énormément grâce à un professeur qui s'appelle... Tu veux parler de composition ? C'est de la composition, pas colorimétrique, hein, mais la composition en tant que matière dispatchée dans organisationnel. Ok. Et il est vrai que, ou il est évident que, ou je confesse effectivement que par la photo, je suis venu avec ces éléments de cette école-là et ça m'a beaucoup servi. Aujourd'hui, je sais comment placer ou faire cette composition-là, que ce soit au niveau des couleurs, que ce soit au niveau de la matière en soi, que ce soit volumétrique ou pas du tout, par 3D ou pas, ou que ce soit simplement par des lignes, je sais m'amuser avec ça. Donc, en quelque sorte, rien n'est perdu.
rien n'est perdu. La pratique de la photo, de ce parcours en fait. ce parcours Voilà. dans l'élément ou d'une pratique à une autre, j'ai pas perdu ce que j'ai appris en photo. Ça me sert beaucoup aujourd'hui pour dessiner ou même pour peindre aussi, parce que je peins. Donc c'est des éléments qui sont assez importants pour pouvoir, parce que l'œil en fait sait se orienter dans cet espace-là. Lorsqu'un élément n'est pas posé au bon endroit, vous le sentez, quand vous regardez, il y a quelque chose qui vous perturbe. J'ai déjà vu des artistes qui travaillent sur cet angle-là, mais en effet, il est très difficile de faire ce genre de jeu. Donc il vaut mieux le positionner de sorte à ce que vous pouvez en tirer le maximum de ce jeu-là. Donc c'est quelque chose que l'école de photo m'a beaucoup appris et j'ai continué à dessiner. Et lorsqu'on regarde mes dessins, surtout de ces périodes, des périodes plus actuelles, les périodes actuelles dans mes dessins, ok, les périodes beaucoup plus, je ne vais pas dire contemporaines parce que je suis contemporain, mais ni classiques, mais pour le séparer en fait, je vais les dire contemporaines ou beaucoup plus, dessins plus libres. Je cours ou je m'intéresse à l'essentiel. Mais il y a un facteur assez intéressant dans mon travail. Lorsque vous regardez ces dessins, pour les gens qui connaissent Marvel, peuvent trouver quelque chose dedans. Marvel, les super-héros? Oui. D'accord. Pourquoi? Parce qu'étant gamin pour dessiner, Marvel nous servait à l'époque. On s'est changé des bouquins avec les amis. La bande dessinée, en fait, a eu une énormément. Lorsque vous regardez les mollets de mes personnages, vous allez retrouver ce qu'on appelle aujourd'hui le Spider-Man, Hulk et tout ça. Lorsque vous le regardez, vous comprenez tout de suite que la morphologie des mollets ou le bras, l'avant-bras et tout ça vient de cette école-là. Donc j'ai beaucoup appris à dessiner avec le bande dessinée, le livre de cow-boy et tout ça. On était une bande d'amis, 4, on s'échangeait des BD. Et en général, c'est souvent moi qui le gardais le plus, parce que je gardais pour pouvoir dessiner. Et donc, les collègues étaient obligés de se déplacer pour venir chercher parce que nous, on ne rendait jamais le dessin à temps, les livres à temps. Donc c'était toujours comme ça. Donc cette école-là aussi m'a servi à nourrir en fait ma pratique, ce qu'on voit dans ce travail-là. Mais il est vrai qu'il y a une partie de morphologie assez précise qu'on voit dans mes dessins. Et lorsqu'on le regarde, et encore un peu plus tard qu'hier, il y a quelqu'un à qui j'ai montré le dernier des dessins que j'ai effectués à la maison. Il me dit, mais pourquoi tu n'enseignes pas? Ah oui, ben oui, parce qu'il y a une vraie pratique. Parce qu'en fait, tellement de questions se posent, mais il y a une question qui se pose pour moi aussi, parce qu'en fait, en revenant un petit peu en arrière, est-ce que curieusement, ce matin, en regardant le travail, je me suis dit, en fait, je ne me suis pas questionnée sur est-ce que c'est un travail par série? Parce que pour moi, c'est un flux. J'ai toujours vu le travail un peu comme un flux. Évidemment qu'il y a des moments et des séries certainement. Mais je me suis posé la question, combien de temps est-ce qu'un dessin dure? Et je pense que j'étais influencée par cette exposition parce que je me suis dit, c'est certainement un dessin par jour. Alors je ne sais pas pourquoi j'ai pensé ça, mais peut-être parce que dans la disposition des dessins dans l'espace, il y avait une autre image où on voyait justement tout un mur entier complètement recouvert de dessins, là justement, qui font comme un calendrier. En fait, il y a quelque chose de temporel dans ce dessin, il y a quelque chose de l'actualité, il y a quelque chose de virtuose et en même temps quelque chose de on va dire populaire pour aller vite, pop presque, avec ces références à Marvel qui m'étonnent que moyennement en fait. Même si après il y a une telle traduction, on va dire, par justement un style qui a été travaillé au fil du temps. Donc, comment est-ce que ce travail se réalise d'un point de vue temporel, justement?
Alors, ces dessins-là, on va revenir à ce que vous disiez tout à l'heure au début de la conversation en parlant du Covid, période du Covid. En fait, c'était pas vraiment une série, c'est tout simplement parce que je me suis donné un défi pendant le Covid. Je n'ai jamais autant dessiné que pendant cette période-là, mais c'était affolant. Même pas pendant l'enfance? Non, oui, c'est un peu différent. C'est un peu différent. Ce que je veux dire par là, c'est que j'avais décidé en fait de faire quelque chose que j'avais jamais fait en disant je vais dessiner tout ce qui me traversait par la tête durant cette période du Covid. Journalièrement, je vais dessiner tout ce qui me traverse l'esprit pour voir ce que ça va donner. Donc ça donnait 3 fois 42 parce que dans chaque œuvre il y a 42 pièces et j'ai dessiné en fait tout ce qui me traversait l'esprit pendant cette période assez compliquée, assez incertaine, fermée ou enfermée, on ne voyait personne et tout ça. Et en ce moment, tout ce qu'il y avait là comme collage, en fait, c'était... Je fais beaucoup de collages, il y a beaucoup de collages dans mon travail. Alors, je m'amusais à ramasser des choses dans la poubelle, dans la rue, les sacs des femmes, enfin pas sacs des femmes, mais des sacs qu'on donne dans les magasins lorsque les gens achètent. Les sacs de supermarché en fait. Non, pas supermarché, mais les sacs qu'on donne dans des boutiques, quoi, quand vous achetez. Ah oui, de magasins avec des marques, on etc. Des marques, voilà, et on m'a parlé aussi des séparateurs en carton, des bouteilles d'eau. Oui, c'est ce que j'utilise, c'est des récup aussi en fait. Alors voilà, c'est ça, on voit le bout là, c'est ça fait partie de ces cartons-là. Donc j'ai quasiment épuisé les papiers que j'avais dans l'atelier pendant cette période du Covid, où j'ai produit toutes ces œuvres-là que vous avez vues dans l'exposition. Et c'était un peu séquentiel, c'est pour ça que je leur ai donné des noms traços diários, qui est une espèce de carnet de bord. Voilà, c'était une espèce de carnet de bord que je m'amusais. Les tracés journaliers, en fait. Journaliers, ouais, c'est un carnet de bord que je faisais. Et puis j'en ai eu à produire les 3 fois 42 dessins que pour cela, mais j'ai produit d'autres dessins indépendamment des petits. Alors par jour, je pouvais produire 5, dans les meilleurs des cas, 6 ou voire 7. Il y a des jours où ça ne venait pas parce que la tête n'est pas en place. Mais il y a une espèce d'évolution qui surgit et moi j'ai tendance à attribuer cette évolution au monde où je vis, pour avoir ce changement, parce qu'on me dit souvent... Quand on parle d'évolution, c'est justement cette partie qu'on voit là, oui, plus réaliste, on va dire. La partie beaucoup plus... Oui, ça c'est voilà, ça, pour revenir à ça. Mais ça, j'ai expliqué tout à l'heure pourquoi je suis revenu... non, donc c'est pas de ça dont tu parles. Non, c'est pas ça. Je parle simplement de d'évolution entre le dessin qui paraît un peu plus enfantin vers le réalisme, ou le dessin que je faisais avant par rapport à l'enfantin. Il se trouve que j'ai traversé beaucoup des choses, d'expériences. Je suis sur un monde qui me permet, grâce à mon travail d'artiste, de sillonner un peu partout. Et j'ai trouvé que ce qui compte pour moi, c'est l'essentiel. Je dis seul l'essentiel compte. Et donc il faut aller toujours vers l'essentiel. Comme s'il y a une espèce de course que je fais et que je suis attendu devant, donc il faut y arriver. Donc j'estime qu'il faut donner plus du concret aux gens qui vous regardent, tout en sachant qu'eux aussi ils ont une opinion là-dessus et qu'ils savent. Donc il faut aller à l'essentiel. C'est pour ça que je me suis dit, ok, je pars de ça. Tout à fait, bon, sachant que dans le format classique, il y a déjà quand je circule au salon, je vois des prouesses en termes de réalisme. Il y en a, on peut penser que c'est une photo. Oui. Donc voilà. Mais c'est juste une espèce de transition qui aussi informe que, ok, vous n'êtes plus la même personne.
Vous avez changé, vous avez embrassé autre chose et aujourd'hui votre vision est autre. Donc l'interprétation aussi va suivre. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas revenir en termes de pratique technique. La preuve, je suis revenu sur cette technique-là et que je suis en train de le faire. Je ne vais pas rester là-dessus. Parce que c'est aussi une façon ce qui était dit tout à l'heure, c'est-à-dire de réagir par rapport à un monde actuel. Oui, en fait, oui, c'est une réponse en fait. C'est une réponse que vous donnez au votre temps, à votre moment. Je vis aujourd'hui. Et justement, on a un peu discuté en préparant justement cette rencontre par rapport aux politiques. Il y a du texte aussi dans le dessin, il y a du matériel récupéré. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de sublimation en fait, d'un positionnement et d'une éthique, presque j'oserais dire, par rapport à une récupération de matériaux, par rapport aussi à la décision quand on fait du dessin ou quand on fait de la peinture, quand on fait une installation, un drapeau. On n'a pas une image ici, mais il y a aussi des drapeaux inventés dans le travail qui sont plus proches de la peinture, voire même certains de la sculpture, sculpture en Quasiment fait. des sculptures. Oui, il y a du volume. 3D. Exactement, avec des éléments qui sont suspendus. Ça peut être des livres, ça peut être des instruments de musique, ça peut être des stylos, des crayons. J'ai eu à produire un drapeau avec de 1900 et quelques 912 ou 916 stylos et crayons. Et donc voilà, ça dépasse... Ce sont des matériaux trouvés aussi ? Oui, c'est des matériaux trouvés. Des stylos comme ça, je demande aux gens. Ça s'appelle la transmission. J'ai demandé aux gens que je connaisse et puis chacun dans son coin connaît celui-là. Je connais un pharmacien, il y a ça et voilà, on m'a offert tous ces stylos pour travailler. Il y a des drapeaux qui ont des vraies balles. J'ai eu à utiliser des douilles, oui, des vraies balles avec qui j'ai eu à travailler. Ma toute première exposition chez Nathalie, c'était vraiment consacré au drapeau. Et quand je suis rentré chez Obadia, c'était vraiment ma toute première exposition. Il y avait un titre très particulier d'une des pièces. Renversante Afrique, la renversante renversée. Voilà, exactement. C'était le titre de cette exposition. Et donc voilà, et dans un langage très abstrait, justement. C'est-à-dire qu'il y a une envie... Non, il n'y a pas vraiment d'abstraction. Abstrait au sens politique, il n'y a pas de message politique, c'est ça que je veux dire. Si. Sur ces drapeaux, effectivement, c'est vraiment politique. C'est vraiment politique. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas, une instruction donnée ou un message, spécifiquement sur un positionnement politique concret ou une référence concrète à une réalité vécue, par exemple. Alors, moi, je ne pense pas, après, chacun sera responsable de ses actes, mais je ne pense pas qu'un artiste a droit d'orienter sa position personnelle, imposer vraiment aux gens, voilà, vous devez suivre à gauche ou à droite, au centre, à l'extrême, je ne pense pas. Mon humble avis, c'est produire sa conviction, parce que c'est ce qu'on fait. Nous déformons ce que la société voit et que ça mérite d'être montré. C'est ce que fait l'artiste, que ce soit écrivain, cinéaste, j'en passe, sculpteur et autres. Nous faisons que déformer parfois le réel ou le irréel. Nous faisons que ça. Alors, nous proposons, c'est ce que je fais. Moi, je propose mes critiques à travers des réalités que je vois face à moi ou que le monde me donne. Et c'est de ça que je vis. Ma conception artistique, ça part de là. Mon idéologie artistique, en fait, tourne dans ce principe-là de ce que la société me rend. La société me donne et puis moi, je le renvoie à la société pour que nous voyions ce que nous pouvons faire. Lorsque vous regardez mes dessins, ces personnages qui sont avec des membres inversés, les pieds à la place des mains, les mains à la place de pieds. Je ne le fais pas comme ça parce que ça me plaît, mais c'est une façon à moi de parler de l'imperfection. Nous ne sommes pas parfaits, l'homme n'est pas parfait. Et puis, bon voilà, ma façon de le représenter, c'est de le faire de cette façon-là.
Donc j'inverse le membre, tout simplement, parce que si je me retrouve avec le pied à la place de moi, je ne suis pas sûr que je vais pouvoir me débrouiller avec. Donc voilà. Mais c'est aussi l'effet des sociétés. Donc il y a plein des éléments comme ça qui apparaissent dans mon travail. Les échelles que vous voyez qui sont complètement cabossées. Elles sont justement là, il y en avait d'autres avant. Et les barreaux sont complètement détruits. Ça renvoie à la société. L'ascenseur social ne fonctionne pas. Si le barreau, l'échelle n'a pas de barreau, on ne peut pas monter. On peut pas monter. Donc voilà, je touche à la société. Mon travail est vraiment ancré dans la société. Et je ne fais que aller piocher dans ce que la société me donne. Peu importe le pont où il va se trouver, c'est à moi en tant qu'artiste d'aller trier ça, d'aller l'exposer, le travailler de sorte jusqu'à ce que je trouve le point important, le point essentiel, explicite, pour que je puisse proposer un regard assez clair. Et le rouge, la couleur, on a parlé du rouge tout à l'heure entre nous deux, juste avant de commencer le talk. Il n'y a pas que le rouge d'ailleurs, il y a un vrai travail de la couleur aussi. Et puis aussi les matériaux, en fait, la couleur peut advenir d'un collage, comme elle peut advenir de crayons. J'ai l'impression aussi que les matériels utilisés, c'est des matériels qu'on peut tous trouver à la maison. Des crayons de couleur, des stylos-billes, des éléments de collage, des découpages dans des magazines, des impressions. Ce travail de la couleur est aussi, pareil, extrêmement précis, mais quand même avec une permanence du rouge assez grande, en tout cas dans les œuvres que nous sommes en train de regarder. Quelle est cette valeur, justement, est-ce que c'est une valeur symbolique? Est-ce que c'est une mémoire? Est-ce que c'est la symbolique qu'on attribue aussi de la passion, du danger, cette ambiguïté entre passion-danger aussi? Alors, je vais raconter une petite histoire qui m'est arrivée. Je finis de donner une conférence à la Sorbonne et je descends au boulevard Saint-Germain. Et tout à coup, je vois un sac de magasin et je m'arrête dans la poubelle et il y avait des choses dedans. Donc, j'ai enlevé des choses, et puis tout à coup, je vois quelqu'un s'arrêter sur son vélo et me regarde. Bon, je n'ai pas trop fait attention. Pour moi, c'est arrêté simplement parce qu'elle voulait, quoi. Je sors, j'enlève des trucs. Et elle me dit, ah bah finalement, aujourd'hui, je t'ai eu en flag en train de ramasser dans la poubelle ce que tu venais de dire là-bas aux élèves. Je lui ai dit, ouais, bon voilà, au moins c'est ta vie. Et puis maintenant, c'est à moi je vais t'inviter à voir dans quelle œuvre ce papier-là va se retrouver. Et puis après, finalement, elle a vu. Mais il est vrai que j'ai tendance, c'est pas nouveau, je suis pas le précurseur. Il y a eu des gens, ou il y en aura des gens qui utilisent beaucoup de la récupération. Je fais beaucoup de récupération avec tous ces papiers. J'ai constaté que ces matières-là sont aussi des matières vivantes qui nous parlent de notre temps, non? Qu'il faudra les intégrer dans la création parce que ce sont des éléments que j'estime plus qu'importants d'ailleurs parce qu'ils nous permettent, je les fais support, c'est à travers ce support-là que nous regardons les choses. S'ils n'étaient pas là en tant que support, je ne sais pas comment je pouvais rendre possible certaines idées, même si c'est un mur c'est un support. Si le mur n'existe pas, on ne saura pas comment faire. Ça sera peut-être par des contes orales qui se passera. Donc je récupère beaucoup de aussi de le choses. contenant, il y a beaucoup de sacs, il y a beaucoup d'éléments liants aussi, de carton. Et il y en a beaucoup, je ramasse dans les rues pour travailler avec, parce que ça me donne des textures, parce que ça me plonge dans un monde de consommation aussi. Il y a ce rapport-là que les gens, parfois, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre ceux qui vont acheter parce qu'ils ont un problème quelconque. J'ai eu du mal à comprendre ça. Mais bon, j'ai déjà trouvé des choses assez bizarres dans des sacs. Quelqu'un qui... je ne sais pas si on l'a jeté, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, c'est
des objets qui sont complètement neufs dans un sac. Mais en fait, je pense que ça a l'air presque magique, en fait, cette histoire, parce que j'ai jamais trouvé de sac dans la rue, personnellement. Je passe pas partout. Est-ce que il y a quand même une destinée quelconque où il y a des rencontres entre j'ai fini j'ai fini par trouver des choses que je ne cherche pas. Ça m'arrive constamment. C'est sûr. Je ne cherche pas, mais je finis par trouver. Donc, il y a toute cette espèce de constance qui disons, arrose la construction de mon travail et qui me permet de travailler et s'exprimer avec. Alors, ce qui va devenir de la composition, c'est ce que je vais en faire moi-même. Voilà. Donc, la couleur rouge, c'est une couleur qui m'a toujours poursuivi depuis que je peins. Depuis que je dessine, c'est toujours une couleur qui m'accompagne. Mais il faut faire attention avec les couleurs parce que, parlant de la couleur rouge, il faut faire beaucoup d'attention parce que quasiment toutes les couleurs dépendant de géographie, on se retrouve, elles ont leur interprétation différente. Je ne peux pas convaincre un Chinois ou un Asiatique que le rouge est une couleur macabre, de douleur, de maternité, de peur, ou qui est ancestrale, oui, cérémoniale dans d'autres cultures, j'aurais du mal. Parce que pour un Asiatique, le rouge, c'est la gaieté, c'est le bonheur, c'est autre chose. Mais je reste fidèle à ce qui est ma construction en tant qu'artiste, de ce qui est le rouge dans ma représentation, que ce soit ici en Occident ou ailleurs, en Amérique latine ou en Afrique. Le rouge est utilisé pour quasiment à quelques différences près, mais le rouge a cette force-là. Mais il y a un autre point beaucoup plus fort que nous possédons tous, quel que soit le point géographique où on se retrouve. On a tous en nous du rouge. Oui, parce qu'en fait, j'ai parlé exactement le sang. Le sang. J'ai parlé avec une spécialiste de la couleur récemment, je l'ai interviewée. Elle travaille sur les origines de la couleur, l'histoire de la couleur, la politique de la couleur, qui est très liée à ces matériaux, comme par exemple le bleu qui vient d'Afghanistan, etc. L'indigo. Et elle disait... Peut-être justement ce qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de stabilité symbolique de la couleur, ça dépend vraiment d'une histoire et d'une géographie, mais que le rouge serait peut-être, selon son point de vue, la couleur la plus stable à un niveau symbologique, simplement justement parce que le sang, ça évoquera toujours n'importe où, le sang qui est quand même une caractéristique, c'est une association qui est absolument inévitable dans n'importe quelle civilisation. Enfin, c'est sa théorie à elle, hein, je ne fais que transmettre. Oui, bon, dans mon cas personnellement, j'utilise le rouge pour ce fait-là qui nous est commun, pour nous dire qu'on est tous pareils. Donc le sang, j'en connais aucun être humain au monde qui possède un sang bleu, vert ou autre couleur. On est tous... Il y a certains qui sont persuadés d'avoir du sang bleu, mais oui, ça c'est dans le conte. C'est pas tout à fait le cas. Ça n'existe pas. Donc c'est ce point en commun que nous avons et sur lequel je me base beaucoup pour ce qui est... les douleurs, ce qui est les tristesses, ce qui est la méchanceté, ou aussi parfois, je disais, la maternité, ça me permet en fait de s'exprimer avec le rouge. Le rouge en Europe a servi énormément. Je me rappelle qu'en Italie, il y a très très longtemps, on utilisait les femmes qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants, faisaient une espèce de prière en utilisant le morceau de tissu rouge qu'ils attachaient. Je ne savais pas du tout. J'ai dû lire ça. Donc, j'ai lu pas mal sur le rouge, l'histoire du rouge, et pour bien évidemment comprendre son sens. Donc voilà. Mais la couleur, oui, elle est en effet... a son importance selon où on se retrouve en termes géographiques. Est-ce que, je suis très curieuse parce que je reviens un peu en arrière, mais années 80-90,
Qu'est-ce que tu regardes? Enfin, qu'est-ce qui existe à Paris comme exposition et comme œuvre d'art justement? Et qu'est-ce qui est particulièrement touchant pour un jeune guinéen qui arrive de Guinée-Bissau, qui arrive soudain à Paris, en France, en Europe? Qu'est-ce qui est vraiment ce qui attire l'attention et en revanche, maintenant, quelle serait un petit peu ta famille artistique? Alors, j'ai le souvenir de beaucoup, c'est là où j'ai découvert Boltanski, c'est là où j'ai découvert Garouste, à cette période-là. C'est là où j'ai découvert, comment il s'appelle c'est lui qui peint, je crois qu'il s'appelle Léger, c'est lui qui peint les voitures. Fernand Léger? Non, c'est pas Fernand Léger. Son nom va me revenir. Bertrand Lavier? C'est Lavier, voilà. C'est là où j'ai découvert Lavier. C'est là où j'ai découvert, il est déjà décédé, un artiste qui s'appelait Étienne Sandorfi. Alors, Étienne Sandorfi, c'est dans le monde de hyperréalisme. Dans le monde d'hyperréalisme, je n'en ai pas vraiment trouvé. C'était un Hongrois d'origine, il était. Et donc voilà, c'était vraiment un niveau vraiment très élevé. Donc j'ai découvert comme ça des artistes de cette période-là. Et à présent? À présent, j'ai un regard très... Qu'est-ce qui nourrit le travail, en fait, et est-ce que c'est peut-être pas forcément de l'art des arts plastiques, ça peut être de la littérature, ça peut être des histoires, ça peut être de la musique. Est-ce qu'il y a d'autres, justement, qu'est-ce qui traverse un petit peu Si on parle de la musique, je suis quelqu'un qui est enfui dans la musique classique tout le temps. Pour travailler, la musique classique m'accompagne, que ce soit de Shostakovich à Beethoven ou d'un Chopin avec qui je peux passer la journée en train de travailler avec. Ça fait partie des musiques en fait qui me tranquillisent. J'arrive à danser sur la musique classique étant tout seul dans l'atelier, c'est dire, mais c'est la seule musique qui me calme. Mais au niveau d'art plastique, j'ai un œil qui circule constamment, sans arrêt, sur la création artistique. Et à un moment donné, il y avait quelques artistes chinois qui avaient fait, qui ont participé dans le mouvement d'explosion de l'art contemporain chinois, qui m'ont beaucoup plu, quoi. Et en Europe, je continue, j'aime beaucoup le travail de, comment il s'appelle, je continue toujours avec Garouste, mais le travail de Jospin, la jeune Eva Jospin, c'est impressionnant, je suis vraiment épaté. Ouais. Par qui est aussi un travail qui a une vraie sensibilité de l'espace. Je voulais juste terminer, on arrive vraiment à la fin. Kostianowski aussi, oui. Kostianowski, j'adore l'abordage de Kostianowski, et c'est impressionnant. C'est drôle parce que on est toujours dans cette espèce de dichotomie entre des gens qui ont vraiment un trait précis, une pensée de l'espace et en même temps une maîtrise du dessin d'enfant presque. Il y a vraiment, enfin, ça continue un peu cette filière comme ça. Mais je voudrais finir justement sur les art-thérapie logique, tous ces nouveaux dessins qui arrivent maintenant, qui m'intriguent parce qu'ils sont justement, on parle de réalisme, entre réalisme et presque roman graphique aussi, quelque chose d'un petit peu bédéiste presque, un peu surréel et un petit peu... Est-ce qu'il y a un peu d'ironie ou est-ce qu'il y a du sarcasme ou est-ce qu'il y a de l'espoir? Parce que la thérapie, il y a deux lectures possibles. On devrait tous faire de la thérapie. Parce qu'on a tous besoin à un moment donné d'équilibre, de s'aligner un petit peu,
ou est-ce que c'est justement une prise de conscience du fait qu'il y a un malaise, pour ne pas dire une maladie, actuellement, puisque j'ose dire quand même que comme artiste, il y a une certaine réactivité au temps présent, à la politique, à l'actualité, à l'ambiance, une sorte de hypersensibilité justement de l'artiste à absorber ces moments présents. Donc pourquoi art-thérapie logique? Et puis ce mot logique aussi m'intrigue. Tout est intriguant dans ce travail. Pour terminer, parce que je pense que là on dépasse largement le temps. On dépasse largement, oui. Pourquoi art-thérapie logique? Comme je disais tout à l'heure qu'il faudra le prendre dans le sens inverse, c'est parce que j'estime tout simplement que l'art est une thérapie et que nous avons besoin de la thérapie. Alors le thérapeute, je ne sais pas qui va faire la thérapie du thérapeute, mais il en aura besoin certainement. Oui, exact. Qui s'occupe de l'artiste? Oui, l'artiste y passera aussi. Mais en fait, comme vous disiez, si c'est l'ironie, pas vraiment du sarcasme, mais c'est plutôt de l'ironie, c'est une façon de questionner. C'est une façon de questionner, c'est ce que je disais, ou c'est ce que je fais. Mon travail reste un élément de question. De quelle société nous voulons? De quelle société nous devons choisir pour pouvoir le développer? Quand on parle de développement humain, aujourd'hui on se retrouve dans une société où les valeurs sont complètement inversées, où la partie humaine est complètement extirpée de son sens et travailler autrement. Vous n'avez pas d'argent, vous n'existez pas. Il y a la question du produit aussi, en fait, le consumérisme, mais aussi l'être humain qui devient un produit, la santé devient un produit aussi. Oui, ça Viagrart. Oui. En fait, le mot art se retrouve à chaque fois dans ces dessins-là. Celui-ci s'appelle Viagrart. À chaque fois, je remets le mot art dedans. Voilà. En tant que, je trouve ça très pertinent parce que, bon, en sortant un petit peu du côté, évidemment, un petit peu, je sais qu'il faut terminer. Juste pour terminer, c'est particulièrement intéressant parce qu'en ce moment, la médecine, en fait, fait tellement de développement pour cosmétique, en fait. Pour que l'être humain soit plus sexy, plus sensuel, plus performant, alors que ces moyens-là, justement, souvent sont des recherches qui sont liées à la santé, qui sont liées à des maladies graves et qui souvent sont détournés comme des produits. Donc voilà, terminer là-dessus, je trouve ça très pertinent. C'est vraiment une lecture à la pointe de l'actualité aujourd'hui. Donc merci beaucoup Nubarito, ça a été fascinant vraiment. Je resterai davantage à discuter, mais voilà, merci beaucoup. Merci infiniment de m'avoir Et à la prochaine, hein, dans 10 ans. Non, pas dans 10 ans quand même. Non, 2 ans, allez, on va dire. 2 ans, ok, j'accepte. Tous les 2 ans, on fait la même, on se revoit. Je suis partant. Merci infiniment de m'avoir prêté attention à ces choses. Merci beaucoup. Merci.